Bonjour Patrice Doty. Bonjour. Alors on vous reçoit aujourd'hui pour votre second polar, La fable des cloportes, publié aux éditions Le Rifle dans la collection Rifle Noir. Un roman coécrit avec Maryse Cherwell, comme le précédent, Les Châtiments d'Apophis. Maryse Cherwell qui ne pouvait pas être avec nous pour cet enregistrement. Euh, Malheureusement. ouais. Ce nouvel ouvrage met de nouveau en scène la commandante Emma Atelier, Oui, déjà apparue dans Les Châtiments d'Apophis et aussi dans Vengeance au cœur de l'île, écrit par Maryse Cherwell, oui, seul. seule. Mm. Donc Emma Atelier qui est associée ici à notamment à un lieutenant plutôt atypique, Étienne Lalouse. Alors au départ, disons qu'il y a une double enquête. Oui, On retrouve dans le quartier Saint-Maurice à Lille une dame de 72 ans, affublée d'une tenue qu'on verrait davantage portée par des actrices porno. c'est un La, peu ça. voilà. La tête fracassée contre un évier. Est-ce vraiment un accident? Alors Emma Tellier charge son lieutenant stagiaire Étienne Lalouse de mener ses investigations. Parallèlement, la commandante enquête sur des vols à l'arraché, dont un qui a conduit à la mort d'une vieille femme. Donc voilà un peu pour le début de l'histoire. Oui, Alors une double enquête donc dans ce livre, La fable des cloportes, mais aussi une double référence littéraire pour le roman, donc la farce et le roman réaliste. oui, c'est un petit peu une gageure de vouloir parler d'événements qui sont pour le moins tragiques, c'est-à-dire d'une part le fait que des personnes âgées et vulnérables puissent être abusées sexuellement et voire même trouvent la mort dans certains cas. Parler aussi ça c'est plus par rapport à l'actualité qui a eu cours dans les derniers mois des vols de bijoux dans certaines villes ont souffert ces vols à l'arraché qui pouvaient s'avérer particulièrement violents. Donc des sujets tels que ceux-là, abordés sous le registre noir, très noir, effectivement c'est un bon point de départ. Notre idée à Maryse et moi-même, ça a été de parler de tout ça, mais avec le filtre de l'humour noir. Je ne sais pas si le pari est gagné, parce que on marche sur la corde raide. Je pense sincèrement que certaines lectrices ou certains lecteurs peuvent être déstabilisés par le propos et la façon avec laquelle on a abordé justement le sujet. Jusqu'à présent, on a des réactions qui sont parfois très enthousiastes et parfois un peu plus mitigées. Mais je pense que un livre, quel qu'il soit, ne doit pas laisser indifférent, que ce soit pour l'aimer ou pour éventuellement le rejeter. Hmm. Ah non, mais ça passe très très bien et rassurez-vous. Euh, J'ai toujours besoin d'être rassuré. Je suis un petit peu comme mon lieutenant de police. et c'était une façon aussi de cet humour noir d'atténuer un peu la violence qu'il y a parfois Oui, dans oui. certaines scènes. Euh, c'est une façon de dire les choses et éventuellement aussi de faire réfléchir. C'est aussi l'idée. Je pense que le livre est un des meilleurs vecteurs pour susciter la réflexion. Et il me semble que toute activité qui a trait à l'écrit permet d'aborder des sujets. Alors là, effectivement, il y a ce côté humoristique qui détendra le lecteur, qui lui permettra de souffler, de respirer. On est loin, très loin du thriller pur et dur ou du Hmm. page-turner un peu américain qui ne vous laisse pas souffler. Comme dans Les Châtiments d'Apophis, on va dire que c'est un roman noir matiné de littérature blanche. Maryse et moi-même, nous affectionnons ce genre de livres un petit peu hybrides où chacun peut-être peut y trouver son compte. Voilà, c'est un peu entre Maupassant et Frédéric Dard.
Là, vous faites le grand écart, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire partir de... Sans dévoiler le... Sans un peu vos références, en tout cas. On en a... On a énormément de références. Avec Maryse, on partage des lectures, on s'est découvert des lectures communes, mais qui remontent bien avant qu'on ne se connaissait. C'est tous ces petits cailloux qui sont assemblés, qui sont actualisés, et on greffe une histoire sur tout ça. C'est l'aventure de l'écriture. Hmm. Oui, et finalement, c'est plus qu'une enquête, ce livre, hein. Je suis plutôt d'accord avec la phrase d'un de vos collègues auteurs, Marc Falvaux, Oui. donc, qui écrit également Orifle. Un excellent auteur que je vous invite d'ailleurs à découvrir, ainsi que les auditeurs. Voilà. Marc Falvaux, qui est un jeune auteur, qui a à peine la trentaine, je crois. Je ne connais pas sa date de naissance, mais je crois qu'il n'a même pas 30 ans, et qui a une plume vraiment très, très, très moderne. Il a écrit un livre qui s'appelle L'os à ronger aux éditions du Rifle, dans la collection, cette fois-ci, Rifle blanc, en quelque sorte, littérature blanche. Et vraiment, il a une plume Voilà. très, très intéressante. Et justement, il disait, à propos de votre livre, le bouquin parle d'à peu près tout, sauf des choses inintéressantes. Et effectivement, c'est un livre vraiment foisonnant qui parle à la fois du conflit dans le Haut-Karabakh, Oui, une région située entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc un conflit dont on entend peut parler, peu très parler, peu, trop peu. voilà. Enfin, ça, Que c'est une mon... situation, une situation là-bas au statu quo, en fait, hein. Oui, qui est complètement dans le statu quo, pardon, et qui est méconnu du grand public. C'est en fait mon... Je suis assez fan de... Enfin, on va dire que j'ai une prédilection pour le journalisme. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité internationale et j'ai découvert ce pays, le Haut-Karabakh, Voilà. avec les massacres qui ont eu lieu dans les années 90. Et c'est un petit Rwanda ce qui s'est passé là-bas et personne n'en parle. Donc pour en quelque sorte, c'est toujours le même chemin pour qu'on ne reste pas, on ne referme pas un livre sans avoir au moins appris quelque chose. J'ai trouvé intéressant de mettre ce petit passage de l'histoire dans Voilà, le oui, bouquin. c'est vraiment un roman très riche et donc, ça fait partie un peu du réalisme qu'il y a dont on parlait dans le roman. Il y a cet épisode que vous relatez du Haut-Karabakh, mais il y a aussi l'évocation de l'hébergement d'urgence pour Oui, les personnes sans abri, oui, dont des scènes assez dures. Et puis, il y a ce comique de situation, donc pour contrebalancer avec un peu tout ça, avec surtout, hein, je dirais, Étienne Lalouse, qui circule en voiture sans permis. oui. Donc, pour un policier. Pour un officier de police, c'est un petit peu... Un officier de police, hein, de surcroît titulaire de son permis B, mais qui a été traumatisé dans sa jeunesse par un accident de la route. Et depuis cet accident, il a très peur dès lors qu'un véhicule dépasse les 50 km/h. Donc il a opté pour ce qu'on appelle une voiture sans permis, ou un quadricycle léger à moteur, en termes plus techniques. Donc, il y a ce personnage, et on va en reparler, hein, mais il y a aussi un SDF philosophe qui a besoin d'alcool pour exprimer sa pensée, je dirais. Oui, mais sa pensée sous l'effet de l'alcool, on pense beaucoup, mais c'est très très inefficace, hein. Je pense que je ne sais pas si certains des écrivains ont recours à la substance pour... des écrivains il y a des écrivains célèbres qui apparemment... qui avaient besoin de drogue, qui avaient besoin de etc., substances pour trouver l'inspiration. Et justement, il y a aussi la mère d'Étienne Lalouse, à qui son fils apporte des substances illicites. Oui, de l'herbe, voilà, en règle générale. Elle a besoin de ça pour exprimer C'est son art. Oui, dit-elle. elle était jeune femme au moment des événements de mai 68 et elle est restée dans ce côté
un peu post-68 art, le côté hippie, libération de la femme, malgré le fait qu'elle était mariée à un chef de bureau de la SNCF. Donc leur union a donné Étienne Lalouse, le bien nommé. Il est vieux célibataire et il vit avec sa maman, qui est donc artiste peintre à 16 heures, et qui, elle, trouve l'inspiration en se roulant quelques joints bien sentis. Présentez-nous davantage Étienne Lalouse. Comment vous le définiriez? Étienne, donc comme je l'ai dit, il a été traumatisé par un accident. Il est d'une nature introvertie. Il est hypocondriaque également, parce que son papa est mort d'un cancer du pancréas. Donc il a très peur de la maladie grave. Et puis, cette angoisse lui pollue la vie, à tel point que dès lors qu'il est dans une situation de stress, donc évidemment, lorsqu'Emma Tellier l'envoie sur le terrain pour conduire seul une première enquête, il fait preuve quand même de sang-froid dans ses analyses, mais il a recours, ça lui provoque des démangeaisons mal placées, dirons-nous, et il doit rapidement aller voir son médecin pour trouver une solution à ce petit problème. C'est effectivement, je pense que c'est un personnage qui n'est pas fait normalement pour être officier de police. Mais il a passé le concours d'officier alors qu'il allait avoir 50 ans. Nous avons imaginé, Maryse moi-même, que les autorités de la police avaient décidé d'offrir une chance aux agents administratifs en leur offrant la possibilité de passer le concours de lieutenant. Mmh. Et ce sont des épreuves qu'il a subies avec succès, puisque c'est un intello, hein, Lalouse. Il est très très fort dans la rédaction de rapports, dans la synthèse. Donc il a eu des difficultés avec les épreuves sportives, puisqu'il ne fait jamais de sport. Mais le collège qui a examiné ses résultats n'a pas pu l'éliminer en raison de ses mauvais résultats aux épreuves sportives, tant il avait surclassé les autres candidats aux épreuves intellectuelles. Et puis il tient un journal, ce lieutenant. Il tient un journal qu'il appelle journal solipsiste. Voilà. Donc là, c'est du verbiage c'est un peu journal philosophique. Intime, on va dire. C'est un peu un journal intime. Oui, on va appeler ça journal intime. Au lecteur qui n'y résiste pas. Oui, c'est adressé à un lecteur qui n'existe pas. Une expression qu'il reprend à l'envi dans son petit carnet. Cher lecteur qui n'existe pas, parce qu'il considère qu'il aurait bien envie de devenir écrivain, mais il considère qu'il n'a pas les épaules pour ça. Mmh. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune confiance en lui. Et j'ai pas eu beaucoup de mal à le brosser, évidemment. Vous en doutez. Il y a un certain lien de parenté avec... Non, ce que je partage avec Étienne Lalouse, c'est le doute. C'est-à-dire, je suis un type qui doute tout le temps. Donc, c'est aussi un trait de caractère que j'avais découvert en son temps chez Pierre Desproges, notamment, qui disait « Je n'ai qu'une seule certitude, c'est d'être dans le doute ». Donc, j'ai trouvé cette maxime très intéressante. Oui, et puis le lien de parenté aussi entre Lalouse et vous, c'est l'amour des mots. Comme votre personnage Étienne Lalouse. Oui, donc, c'est un addict du dictionnaire. Alors son petit jeu favori, c'est de promener une espèce de carton avec une petite ouverture sur le côté gauche. Il le promène au hasard du dictionnaire et parfois il tombe sur un mot qu'il ne connaît pas, qu'il trouve joli. Il aime la musique des mots, donc il y a des mots comme ça qu'il rencontre, il essaye Alors il ne lit pas la définition, mais il se triture la cervelle pour essayer de deviner le sens du mot. Alors, comme il a quelques notions de latin, mais il n'a pas fait d'études poussées dans le domaine des langues, donc sa traduction des mots qu'il trouve dans le dictionnaire est parfois un peu fantaisiste. Et la sublime récompense pour lui, c'est, au bout de plusieurs jours d'efforts, c'est de trouver la vraie définition du mot. Et bien souvent, cette définition ne correspond absolument pas à ce qu'il avait imaginé. Oui.
Et notamment le mot gymnosperme. Le mot gymnosperme traverse tout le livre, Voilà. à tel point qu'on n'en donne même pas la définition à la fin du livre. On Ben, laisse au invite lecteur. les auditeurs à aller chercher dans le dictionnaire. Mais vous imaginez, rien donc, qu'à l'évocation du mot gymnosperme, à quel genre de définition la loose, qui est quand même, bon, on va dire, qui est un type qui n'est pas insensible au charme féminin, également, malgré son caractère timoré. Et il a un petit peu été déniaisé à la faveur d'un traitement avec un antidépresseur qui l'a un petit peu désinhibé à une époque de sa vie. Et là, il a un petit peu découvert, on va dire, la femme, ou les femmes. Mais néanmoins, il est quand même en situation d'échec par rapport à son rapport aux femmes. Alors, le titre, c'est une référence à Alphonse Boudard et à son roman La Métamorphose des cloportes. Mais ça n'a strictement rien à voir. On a trouvé que c'était chantant. La fable des cloportes. La fable, c'est la référence à la fable de Mandeville. Voilà, la fable des abeilles. Le philosophe Bernard Mandeville. Oui. Donc, la fable des abeilles. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un mot sur... La fable des abeilles, c'est un texte qui est très très ancien, hein, puisque Mandeville est un médecin, philosophe. Fin 17e, fin 17e. Oui, début 18e. Hein, il doit être mort. Oui, c'est ça, il est à cheval entre les 1730 ou siècles, 1733, ouais. Je crois, si ma mémoire est bonne. Il a développé une théorie donc, qui s'appelle la fable des abeilles, qui a été... C'est un texte qui est considéré en fait comme une des premières analyses du capitalisme moderne. Sa théorie est la suivante, c'est que les vices privés font les vertus publiques. Donc les abeilles, dans la société qu'il a imaginée, font preuve d'anthropomorphisme. Hein. On a une abeille, on a des abeilles magistrats, un médecin, des abeilles ouvrières également. Et son propos est de dire que il se rend compte que les avocats véreux, les médecins qui ne soignent pas vraiment, les gens qui piquent dans la caisse, tout ça finalement participe d'une certaine richesse, provoque une certaine richesse dans la société, dont les pauvres bénéficient, puisque les pauvres, les ouvrières, les abeilles ouvrières bénéficient, puisqu'elles doivent travailler à élaborer et fabriquer des objets, notamment des objets de luxe, pour satisfaire les besoins toujours inassouvis des plus riches. Et un jour, certaines abeilles se révoltent, font appel à Jupiter, je crois, pour rétablir un petit peu tout ça. Et dès lors qu'on remet le système en cause, c'est-à-dire qu'on veut supprimer les vices, eh bien, la vertu disparaît aussi, et là, on voit apparaître de la pauvreté, et la société tombe dans l'anomie. Donc, l'idée, c'est que finalement, c'est pas très très moral tout ça, c'est que le vice est nécessaire. Et dans le livre, donc, puisqu'on parle de SDF et d'organismes à caractère caritatif qui hébergent les SDF, il y a un des indiques d'Étienne Lalouse qui s'appelle De Furnes, qui est lui-même hébergé dans un centre pour sans-abri, et qui lui est un ancien éditeur qui, avec son alcoolisme, part dans des prolongements, on dirait, de la théorie de Mandeville. Alors lui, il considère que la théorie de Mandeville n'a pas été à son terme, puisqu'aujourd'hui, dans le monde moderne, la société a réussi à s'accommoder de la pauvreté, et qu'il faut de la pauvreté pour que certains en tirent aussi des subsides très intéressants, et par la même occasion en tirent aussi renommée et gloire personnelle. Son idée à De Furnes, en fait, c'est que je n'ai pas développé parce qu'il ne s'agissait pas non plus de faire un essai, c'est que dès lors qu'on professionnalise quelque part le côté caritatif, on a forcément... C'est comme accéder à un pouvoir. On dit que le pouvoir corrompt. Dès qu'on accède aux plus hautes fonctions dans certains domaines,
forcément on devient pourri. C'est inéluctable. Selon De Furnes, qui est l'un des protagonistes du livre, bien sûr. Très bien. Ce sont des théories de comptoir, hein, je vous rassure. Oui, le pouvoir, justement, c'était aussi un des thèmes de votre précédent roman, là. Oui, dans Les Châtiments d'Apophis. Les Châtiments d'Apophis, hein. Ouais. C'est ce qui nous plaît avec Maryse, c'est de prendre des grands sujets et puis d'inventer une petite histoire en s'appuyant sur les grands sujets. Toujours dans le but de distraire un lecteur éventuel et tout en lui apprenant des choses. Y aura-t-il une suite aux aventures d'Emma Tellier et d'Étienne Lalouse? Oui, c'est vraisemblable. Mais bon, vous aurez remarqué que dans la fable des cloportes, nous avons travaillé différemment que pour les Châtiments d'Apophis. Les Châtiments d'Apophis, c'était un ballon d'essai, un exercice à 4 mains à distance, qui a donné lieu à une publication que l'on n'espérait même pas, hein, pour tout vous avouer. Et pour la fable des cloportes, le scénario a été davantage travaillé en amont et Maryse a contribué en me fournissant des textes à la demande en quelque sorte. C'est-à-dire connaissant le scénario, le pitch de départ, et je la tenais informée de l'évolution de l'histoire. Et au fil de l'eau, elle m'a donné ses productions. Je lui avais demandé de muscler le personnage d'Emma Tellier, c'est-à-dire qu'elle soit un petit peu plus... Qu'elle prenne vraiment... Dans les Châtiments d'Apophis, elle avait un rôle de chef de groupe, de commandante, mais qui était très nettement amenuisé par son nouveau statut de maman. Elle venait d'accoucher. Et donc là, dans les châtiments, c'était la femme qui travaille, qui était déchirée entre ses obligations familiales et une enquête à conduire. Ici, bon, l'enfant a grandi, Emma a pris de la bouteille. Voilà, il y a un petit problème dans le couple quand même. Il y a quelques petits problèmes dans le couple, comme peut-être chez tous les quadras qui commencent un peu à devoir se supporter. Et toujours ce côté du travail qui bouffe la vie et qui offre peu de plage pour l'intimité. Alors, pour terminer, Patrice Doty, avez-vous un coup de cœur culturel que vous voudriez partager avec les auditeurs? Oui. Je vais vous parler d'un livre. Je pourrais vous parler d'un tas de livres, puisque je suis un boulimique de lecture. Allez, en polar, vraiment atypique, qui aborde lui aussi un sujet qui est grave, puisque l'héroïne du livre est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je citerai le livre de Anouk Langanet, qui s'appelle Même pas morte, qui est une jeune auteure corse. Elle est éditée chez Albiana, je crois, et son petit bouquin, Même pas morte, je vous assure, je pense qu'il... Je ne sais pas si on peut le trouver dans les librairies du Nord-Pas-de-Calais, mais si ce n'est pas le cas, cherchez sur Internet et commandez-le ou faites-le vous prêter. Mais c'est un texte vraiment qui m'a beaucoup séduit. Il y a énormément d'humour également. On a un petit peu la même culture côté humour noir. Hein. Elle affectionne un auteur qui s'appelle Karl Yassen, que j'aime beaucoup. Et j'ai retrouvé un petit peu dans son livre un humour vraiment décalé. Et il y a aussi une espèce de pudeur dans le livre. C'est très intéressant, un texte très riche et avec absolument aucun poncif. Hein. On n'est pas dans la redite. Vous n'avez vraisemblablement jamais lu ça nulle part. C'est vraiment très bien fait. Eh bien, très bien. Merci, Patrice Doty. Je vous en On prie. rappelle le titre de votre dernier roman, La fable des cloportes, et c'est publié chez Le Rifle, version Rifle Noir. Voilà. Merci. Merci à vous.